on va tout de suite commencer. Donc, la première table ronde vont me rejoindre. Alors, on va être ensemble pour environ une petite heure sur les dispositifs locaux et outils d'accompagnement des copropriétés. Vous voyez le titre. Donc, vont me rejoindre Marois Brahim. Venez avec moi, Marois. Harold Huberschaer, vous allez venir avec moi. Vous êtes chef de projet Habitat Logement à la direction de l'habitat et du logement de la métropole du Grand Paris. Ensuite, Shainez Idri, vous êtes chef de projet maîtrise de l'énergie et développement durable à l'agence locale de l'énergie de Paris Terre d'Envol. Et Virginie de Carvalho, vous êtes première adjointe au maire de la ville de Tremblay en France. Voilà, on avait dit qu'on utilisait les prénoms par simplicité pour se parler aujourd'hui. Vous avez des micros normalement derrière vous que vous allez pouvoir partager. Et vous pouvez vous asseoir sur vos chaises si vous arrivez. Attention, ils sont un peu glissants si vous arrivez sans tomber. Alors, peut-être un premier tour de table de présentation. Marois, donc, vous l'avez déjà fait tout à l'heure et c'était un grand plaisir de vous avoir pour cette introduction. Harold, alors peut-être pour vous présenter rapidement. Il faut allumer le micro. Bonjour. Harald Huberschaer, chef de projet Habitat à la métropole du Grand Paris. Et comme vous savez, peut-être c'est une intercommunalité à l'échelle du territoire de la métropole qui englobe la ville de Paris, les départements de la Petite Couronne et 7 autres villes en Grande Couronne. Voilà. Shainez. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Shainez Idri, chef de projet Habitat Collectif à l'ALEP, donc à l'Agence locale de l'énergie Paris Terre d'Envol. Voilà, et Virginie. Virginie de Carvalho, donc je suis première adjointe de la ville de Tremblay et vice-présidente de Paris Terre d'Envol, donc en charge notamment de la CLECT, qui est l'outil financier qui relie les villes au territoire, et l'ANRU tremblaisien. On fera le lien, y compris dans l'histoire, entre les ANRU et les copropriétés. Voilà, je suis ravi de vous avoir avec nous tous les quatre pour cette première table ronde sur les dispositifs locaux et outils d'accompagnement des copropriétés. Alors, on avait dit, Marois, en préparant cette table ronde, qu'il y a une petite diapo d'ailleurs qu'on va afficher, mais vous en avez plusieurs, que vous ferez un état des lieux sur le territoire, en tout cas. Je vais vous donner la petite zapette, comme ça vous pourrez avancer si vous le souhaitez. Ça marche, très bien. Alors, nous, on est deux personnes de l'ALEP, c'est-à-dire que moi, je suis la présidente de l'ALEP, c'est le côté politique, et on a Shainez qui est l'architecte de l'ALEP qui dira un mot sur le fonctionnement de l'ALEP et la manière dont elle travaille et accompagne les copropriétés. Moi, dans le cadre de cette table ronde, mon rôle, c'est de faire un état des lieux et de présenter, en tout cas, le parc de logements et des copropriétés sur le territoire de l'EPT. Donc, dans cette slide, vous voyez qu'il y a effectivement 8 communes sur le territoire de l'EPT Paris Terre d'Envol. On a la ville de Sevran, Villepinte-Tremblay, Aulnay, le Blanc-Ménil, le Bourget, Drancy et Duny. Avec 361 000 habitants, on a 138 000 ménages qui composent notre territoire et 68% du parc qui est construit avant 1975. 1975, c'est la première réglementation thermique, donc c'est important de le souligner. 40% du parc sont des maisons individuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le territoire de l'EPT a un tissu pavillonnaire qui est extrêmement riche. Ça aussi, c'est important. Plus de 3500 copropriétés composent notre territoire et 60% des habitants sont éligibles à l'ANA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 60% des habitants ont des revenus modestes, très modestes, c'est-à-dire que leur revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain seuil. Voilà. Donc 60%, c'est aussi un chiffre clé qui est important sur le territoire de l'EPT. Donc deuxième slide. Voilà, donc là, vous avez... tout va bien. Qu'on ne vous perde pas. Vous avez la composition... donc, en fait, vous voyez dans cette slide qu'il y a des copropriétés sur tout le territoire de l'EPT, dispatchées un peu partout, de manière égalitaire ou non, mais en tout cas, vous avez en tout cas une vision globale. Ce qui est important de souligner, c'est que sur ces 138 000 ménages, on a 38 000 copropriétés sur le territoire de l'EPT Paris Terre d'Envol. La moitié de ces 38 000 sont des copropriétaires occupants. Le reste ne le sont pas. Et c'est composé en logement en locatif privé ou en logement public.
Ce qui est important de souligner, c'est ça aussi qui nous intéresse pour l'ALEPT, c'est que 2/3 de ces 47%, 2/3 de ces copropriétaires occupants, donc, sont éligibles à l'ANA. C'est ce que je disais tout à l'heure, les revenus modestes ou très modestes. Troisième slide, qui représente la répartition géographique des copropriétés fragiles et très fragiles. Voilà. On a sur le territoire de Paris-Terre d'Envol 30% de copropriétés qui présentent des taux d'impayés supérieurs à 24%. C'est pas rien. Aujourd'hui, sur le territoire de l'EPT, le service développement durable et habitat le savent, et évidemment les élus le savent, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. On a 580 copropriétés qui sont fragiles et très fragiles. Et nous, on a effectivement ce devoir, en tant qu'élus, et même également les entités, et notamment l'ALEPT, sont effectivement à même de pouvoir traiter, en tout cas dans la mesure du possible, dans la mesure des moyens qu'on a, effectivement, les difficultés qui existent. Je crois que donc là, Chahinez va effectivement dire un mot, après que monsieur... Voilà, Harald va faire. Effectivement, Marois, donc, ce que vous signalez, c'est qu'on a un tissu particulier sur le territoire. Vous parliez de fragilité. Et donc, pour enclencher cette rénovation énergétique, puisque c'est le sujet dont on parle, il faut l'accompagnement et aussi financier joue un rôle important. Harald, c'est peut-être ce que vous allez nous détailler en termes de sujet sur la métropole du Grand Paris, sur les dispositifs que vous avez mis en place. Oui, merci. La métropole intervient peut-être on peut dire, elle marche un peu sur deux pieds sur cette thématique. La métropole a mis en place un plan climat, air, énergie qui vise l'amélioration, entre autres l'amélioration de la performance énergétique du bâti et donc aussi du bâti résidentiel. Il y a un certain nombre d'actions que la métropole et la direction de l'habitat de la métropole mènent avec les collègues de l'environnement dans ce contexte-là. Et c'est notamment le service public France Rénove, où l'ALEPT est en fait on pourrait dire l'antenne locale de ce service national qui est soutenu par la métropole en partenariat avec l'ADEME et avec l'Agence nationale de l'habitat. On est acteur, on est porteur associé. Et le dispositif d'aide que je vais présenter tout à l'heure, il est parfaitement intégré dans ce dispositif. Ça veut dire les aides de la métropole que je vais présenter, pour les obtenir, vous passez par ce service public à l'accompagnement, le service public à l'accompagnement de la rénovation énergétique, vous passez par l'ALEPT. Et après, il y a peut-être d'autres actions de la métropole qui relèvent plus précisément de la politique de l'habitat, et on intervient notamment sur là en partenariat plutôt avec l'EPT Paris-Terre d'Envol, en cofinancement des opérations qui s'adressent notamment à des copropriétés dégradées ou en difficulté, qui ont été présentés tout à l'heure. Ce sont des dispositifs qui sont cofinancés par l'Agence nationale de l'habitat, ce sont des plans de sauvegarde, ce sont des opérations d'amélioration de l'habitat. Il y a un certain nombre d'actions sur votre territoire qui sont là aussi cofinancées par nous, et aussi d'autres dispositifs comme des dispositifs d'observation ou comme des dispositifs qui ciblent la résorption de l'habitat indigne. Pour revenir à ce dispositif d'aide de la métropole, je pense que ça va être encore certainement une fil rouge de cette journée. Il y a entre-temps des dispositifs d'aide aux travaux assez conséquents, notamment au niveau national. Vous connaissez tous MaPrimeRénov', je pense aujourd'hui. Il y a aussi d'autres dispositifs.
Et la métropole, elle se dit, il sera intéressant toujours dans ce contexte, comme on dit, dans ce cadre du service d'accompagnement France Rénov', il sera intéressant d'accompagner les particuliers, ça veut dire les propriétaires d'une maison, mais aussi les copropriétés, dans la phase en amont, ça veut dire on est encore dans l'ingénierie. On fait des études, il faut définir en fait le programme travaux et après il faut avoir des professionnels compétents pour vous accompagner aussi dans l'exécution des travaux. Et pour ça, il y a ce dispositif qui est divisé en deux parties, ça veut dire la partie copropriété et la partie maison individuelle. Où, pour la copropriété, c'est un dispositif qui est présenté au sein de la plateforme Coach CoPro, parce que c'est pour vous, pour le grand public, la porte d'entrée, la plateforme Coach CoPro, où la métropole va vous aider avec des aides forfaitaires de 5 000 € pour la réalisation de ce qu'on appelle un diagnostic technique global et de 10 000 € forfaitaires pour une mission de maîtrise d'œuvre. Et la philosophie derrière, c'est d'avoir, ça veut dire diagnostic technique global, ça veut dire c'est un diagnostic qui va regarder à la fois la qualité architecturale, l'état technique du bâti, mais aussi réaliser un audit énergétique. Ça veut dire on est là vraiment pour ça une approche globale de cette, d'étudier la maison. Et après la maîtrise d'œuvre, c'est une maîtrise d'œuvre pour on finance une maîtrise d'œuvre pour une rénovation globale. Ça veut dire c'est une rénovation qui atteint au minimum des gains d'énergie de 35%. Et là aussi, les prestataires, à chaque fois, ce sont des prestataires affiliés à la plateforme Coach CoPro, ça veut dire des architectes, des bureaux d'études thermiques qui respectent, parce qu'il y a des cahiers des charges, il y a des référentiels pour ces prestations qui respectent ces référentiels. Je vais être très bref pour la maison individuelle, simplement pour l'avoir en tête. Il y a quelque chose assez similaire pour la maison individuelle qui est très récent, parce que je pense qu'il faut savoir, pour côté Coach CoPro, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, et d'ailleurs le financement du diagnostic technique global, c'est quelque chose qui se fait depuis plusieurs années à Paris. Et la métropole au cours de cette année, d'ailleurs, ce dispositif a vraiment démarré en janvier, la métropole a généralisé d'une certaine façon sur son territoire métropolitain les aides pour la réalisation de DTG, et elle a complété ce dispositif par les aides pour la maîtrise d'œuvre. Et on est plutôt en mode expérimental pour la maison individuelle, parce qu'on travaille avec la plateforme Pass Rénov' Habitat, qui s'adresse à l'habitat individuel. Et on a mis en place un référentiel assez similaire, mais qui, bien évidemment, comme c'est un peu moins complexe, je dirais, d'intervenir sur une maison individuelle qui a certaines spécificités. Et là, on est en train d'affilier un certain nombre de prestataires au sein de cette plateforme qui seront en mesure de réaliser un diagnostic architectural et énergétique ou une maîtrise d'œuvre aussi dans ce contexte-là. Voilà. Peut-être pour terminer, 2-3 chiffres. On est assez content. Ce dispositif qui a été créé, vraiment démarré cette année, ça prend vraiment de l'ampleur, je pense qu'on peut dire. Il y a vraiment un très grand intérêt des particuliers pour ces aides. Je pense qu'on aura certainement, cette année, on aura attribué des aides pour 200 copropriétés, probablement, et une bonne trentaine des propriétaires de maisons individuelles. Voilà. Sur les copropriétés sur lesquelles vous avez attribué ces aides, c'est des copropriétés qui sont sur le territoire, ou vous parlez de l'ensemble de la métropole ? Non, absolument. C'est l'ensemble de la métropole. Oui.
c'est l'ensemble de la métropole et je n'aurai pas le chiffre là pour votre territoire. Mais et ce que peut-être encore intéressant à rappeler, ce sont des aides forfaitaires, ça veut dire que ce sont des aides qui favorisent a priori le petite copropriété parce que les prestations sont un peu moins chères si vous avez moins de lots. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire les petites copropriétés, ça veut dire des copropriétés qui ont moins de 50 lots. Souvent, la prestation, elle a, comme on dit, l'aide forfaitaire pour le DTG, par exemple, ça finance quasiment la prestation. Ça veut dire, sachant qu'on intervient exclusivement sur le coût hors taxe, ça veut dire que la copropriété aura seulement à financer la TVA, en fait. Oui, parce que finalement, les grosses copropriétés, il y a des économies d'échelle. C'est-à-dire quand je fais des diagnostics, c'est réparti entre tous les logements. Alors que je fasse un diagnostic pour 1 ou pour 200 logements, finalement, il y a des coûts forfaitaires qui sont incompressibles. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait aider ces petites copropriétés à mettre en place cette mécanique, et notamment le DTG. Est-ce que le DTG, on peut pour le public qui est avec nous, repréciser en quelques mots ce que ça comprend ? Oui, comme je dis tout à l'heure, il y a une partie architecturale et une partie énergétique. Ça veut dire que c'est l'architecte qui va faire vraiment il va commencer avec une visite de votre bâtiment. Il va regarder s'il y a des problématiques de structure, s'il y a des voilà. Il va vraiment faire ce diagnostic technique et en parallèle, l'énergéticien va déterminer l'étiquette énergétique du bâtiment actuel. Parfois, on fait aussi une photo, comment ça s'appelle, une thermographie pour voir un peu voilà comment ça se présente. Et tous ces éléments-là, ils vont être étudiés pour établir des préconisations d'amélioration. Et ça se présente en général sur plusieurs scénarios. Ça veut dire qu'il y a plusieurs scénarios d'amélioration et ça va jusqu'à des préconisations de travaux peut-être pour avoir un bâtiment très très performant après. Ça veut dire on atteint l'étiquette B ou A. Et souvent, entre-temps, le DTG, parce que vous avez, en tant que copropriété, vous avez entre-temps l'obligation légale d'établir un programme pluriannuel de travaux. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, c'est très intéressant de se servir aussi de ce DTG sur la base des scénarios pour définir au sein de la copropriété et avec l'architecte, en fait, pour définir ce programme pluriannuel de travaux, parce que c'est vraiment le diagnostic qui vous renseigne sur les pathologies éventuelles, sur les opportunités d'amélioration. Chahinez, pour l'agence locale de l'énergie Paris-Terre d'Envol, on voit à quel point... Il y a un mot que j'aime pas beaucoup, mais je vais le prononcer quand même. Il faut élever aussi l'élevage au sens... vous devez accompagner les copropriétaires, les copropriétés, pour qu'ils ils prennent conscience de la nécessité de faire la rénovation énergétique. Et donc cette phase de maturation, voilà, le mot est peut-être plus juste, cette phase de maturation, elle est nécessaire. Et on a plein de copropriétaires avec nous. Il y en a aussi à distance qui sont... connectés à la plateforme. Et donc, c'est tout votre travail aujourd'hui sur l'agence locale de l'énergie. Oui, exactement, Xavier. Du coup, moi, je vais vous expliquer comment concrètement on accompagne les copropriétaires. Donc, on les accompagne notamment, Harald en a parlé un petit peu, grâce à notre plateforme Coach CoPro. Donc, c'est une plateforme qui est actuellement métropolitaine et qui le sera nationale à partir de janvier 2023. Donc, cette plateforme nous permet d'inscrire les copropriétaires. Donc, ils s'inscrivent sur cette plateforme et nous, on fait le suivi de dossier, notamment déposer les demandes de subventions auprès de la métropole. Donc, on a parlé du DTG et de la maîtrise d'œuvre. Donc, il y a 2 subventions qu'on fait. Et cette plateforme, elle nous permet aussi de mettre en contact les copropriétaires avec les professionnels. Donc, nous avons des bureaux d'études, des architectes, donc des énergéticiens, et puis pour les travaux, donc les entreprises travaux. Donc, tout ce travail se fait sur la base de notre plateforme qui est Coach CoPro. Après, concrètement, nous, notre suivi, donc, se fait vraiment au cas par cas.
Nous avons par exemple deux typologies, donc 2 axes. Concrètement, il y a des copropriétaires qui, à la base, connaissent les travaux qu'ils vont réaliser. Ils ont une idée à peu près de ce qu'ils veulent. On les oriente directement donc, pour réaliser un DTG, un diagnostic technique global, et notamment faire la demande de subvention par la suite. Après, nous avons des copropriétaires qui sont perdus, qui ne savent pas du tout quels sont les travaux qu'ils souhaitent réaliser. Donc, ils arrivent et puis ils comptent sur nous pour les aider. Donc, nous, à l'ALEP, nous avons des outils aussi. Donc, nous réalisons des DPE. Donc, c'est des évaluations énergétiques que nous faisons nous-mêmes. On fait une visite technique donc, à la copropriété et donc on a un état initial donc, de la copro avec son étiquette énergétique et par la suite on fait des scénarios de travaux avec une estimation de coûts de travaux. Donc tout ce travail-là va finir par un rapport, donc on rend un rapport à la copropriété et ce rapport-là va les aider, ce sera un outil d'aide à la décision. Donc pour la suite, pour les inciter à faire un DTG et pour savoir quels sont les travaux qu'ils souhaitent réaliser. Je continue par vous parler du coup des aides travaux. Alors pour les aides travaux, nous avons une aide nationale donc, qui est l'aide de l'Agence nationale de l'habitat. C'est MaPrimeRénov' copropriété que tout le monde connaît actuellement. Donc l'ANA a des exigences pour avoir cette aide-là. Notamment, il faut que la copropriété réalise 35% d'économie d'énergie. Il faut qu'elle soit inscrite au registre national des copropriétés et notamment, il faut qu'elle ait 75% de lots à usage d'habitation. Les lots à usage d'habitation ne comprennent pas uniquement les propriétaires occupants, il y a les propriétaires bailleurs aussi qui louent leur logement pour de la location à usage d'habitation. Donc tout ça est compris dans les 75%. Et après, nous avons donc, il faut que les copropriétaires aient recours à des professionnels certifiés RGE pour avoir l'aide de l'ANA, donc qui est 3 750 € par logement. Après, nous avons des bonus. L'ANA octroie des bonus, notamment le bonus sortie de passoire. Donc quand la copro elle est en étiquette G et F, si la copro sort de ces 2 étiquettes-là, il y aura 500 € par logement. Et c'est le DTG qui va déterminer justement d'où l'intérêt de réaliser le DTG parce que c'est ce document-là qui sera présenté à l'ANA donc pour connaître l'étiquette énergétique et le gain énergétique que va effectuer la copro grâce aux travaux qu'ils vont réaliser. Et alors, cette aide-là, il faut savoir que c'est une aide sans condition de ressources, c'est adressé à tous les copropriétaires. Par contre, on a des aides supplémentaires qui viennent pour les propriétaires modestes et très modestes. Ça, c'est des aides individuelles pour des travaux de copropriété, donc des travaux sur les parties communes. Après, nous, je vais continuer. Il y a une aide qui est cumulable avec MaPrimeRénov', c'est l'aide C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie que les copropriétaires peuvent demander auprès des fournisseurs d'énergie. Donc, tous les fournisseurs d'énergie, c'est le concept de pollueur-payeur. Et c'est une aide cumulable avec MaPrimeRénov' copropriété. Nous avons la chance, nous, sur le département de la Seine-Saint-Denis, d'avoir l'aide du département qui sont actuellement... Donc, le département, il est présent avec nous aujourd'hui. Ils ont le stand qui est juste ici, si vous avez des questions. Donc, le département, il octroie aussi des aides, notamment pour le remplacement des chaudières à gaz à haute performance énergétique. Donc, si une copro a une vieille chaudière au gaz ou au fioul, ils ont la possibilité d'être subventionnés par le département s'ils changent la chaudière par une chaudière à haute performance énergétique gaz. Et cette aide-là, elle peut aller justement jusqu'à 300 000 € TTC. C'est 30 000 €, excusez-moi, oui, j'ai mal lu. Je le vois là-bas, il me fait ça, oui, merci. 30 000 €, j'ai rajouté un zéro, je suis très généreuse. Voilà, tout le monde voulait changer sa chaudière là maintenant. Donc c'est 70% et c'est 70%. Contrairement à l'ANA, le département il subventionne sur le TTC et non sur le hors-taxe. Donc c'est une aide qui est vraiment très intéressante. Ils aident aussi pour le remplacement si vous souhaitez remplacer la chaudière par une pompe à chaleur. Il faut recourir
fournir par contre à des professionnels RGE et il faut justifier d'un certain gain énergétique. En plus de ces deux aides-là, nous avons tout ce qui est remplacement des fenêtres et portes sur les parties communes. Donc le département, il subventionne toujours à hauteur de 30 000 € et non 300 000 €. Et bien sûr, à condition que ce ne soit pas des travaux d'embellissement. Je vais continuer parce que nous avons, et je vais en finir là, nous avons aussi une commune parmi les 8 communes de notre territoire, donc c'est la ville de Tremblay qui sont présents avec nous aujourd'hui, qui subventionnent aussi les travaux de rénovation énergétique. Eux, c'est des travaux d'isolation des façades, donc à hauteur de 8 000 € pour les copropriétaires. Et effectivement, ils ne sont pas très exigeants sur le gain énergétique. Du moment où si une ETE qui permet d'avoir un gain énergétique, ils subventionnent à hauteur de 8 000 €. Voilà, je vais terminer par là. Voilà, mais on peut dire que si on veut bénéficier de MaPrimeRénov', il faut quand même arriver sur un gain énergétique de 35%. Donc, on peut imaginer que si la ville de Tremblay accompagne, c'est déjà on est arrivé à un gain énergétique substantiel. Pour revenir peut-être, Benjamin, remettre les diapos, pour revenir sur les aides, sur la diapo avec les aides, là, c'était pas prévu, mais on va revenir sur la précédente en arrière sur les aides de l'ANA. Voilà, celle-là. Juste pour bien comprendre, les aides de l'ANA, parce que ce que j'ai compris, Marois et Chahinez, je parle sous votre contrôle, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont éligibles à l'ANA sur le territoire. Donc ça représente combien alors, les aides de l'ANA par rapport aux aides globales? C'est-à-dire, Xavier en plus de MaPrimeRénov' alors? Alors, ça, c'est justement MaPrimeRénov', c'est l'aide de l'ANA, oui. c'est les 3 750 € Voilà, mais il y a des aides substantielles aussi pour les propriétaires qui sont en dessous d'un certain niveau de revenus. Oui, alors nous avons 1 500 € pour les propriétaires très modestes et nous avons 750 € pour les propriétaires modestes qui sont cumulés avec les 3 750 €. Voilà, c'est ce que je n'avais pas compris. Alors, voilà. Merci de revenir là-dessus. Effectivement, il y a un cumul avec toutes ces aides. Donc, au global, on peut cumuler l'ensemble de ces aides, c'est-à-dire 3 750 plus 500 plus 500 plus 1750, 1500 €. C'est vraiment du cas par cas. Effectivement, quand une copro elle est dans l'étiquette F ou G et avec les travaux qu'elle va réaliser, ça lui permet de sortir de cette étiquette-là. Donc, vous avez 500 € par logement. Avant d'arriver à vous, Virginie, on voit aussi que sur le territoire, le coût de l'énergie a augmenté. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir là maintenant, Chahinez, en disant voilà, il faut qu'on fasse des travaux de rénovation énergétique? Ça vaut pour vous aussi, Marois, des travaux de rénovation énergétique parce que ça devient trop cher, on a du mal à payer notre coût de l'énergie. Oui, exactement. Du coup, il y a beaucoup de copropriétaires qui viennent justement nous voir par rapport à toutes ces questions-là. Et effectivement, comme on est en pleine crise énergétique en ce moment, donc c'est des questions qui reviennent souvent. Les gens, ils viennent nous voir soit directement dans nos locaux ou bien nous avons des permanences qu'on tient dans toutes les communes de notre territoire. Et effectivement, c'est des questions qui reviennent souvent. Oui. On voit aussi, c'est ce que vous mentionniez, c'est que bientôt, avant les propriétaires bailleurs, ce n'étaient pas les premiers à pousser à la rénovation énergétique. Maintenant, il va y avoir une difficulté pour louer son logement si on est en passoire thermique. Et donc, il y a peut-être un changement de paradigme. C'est le propriétaire bailleur qui aujourd'hui devient le promoteur de la rénovation énergétique, non? Exactement, oui. On voit beaucoup ça en ce moment. Il y a beaucoup de propriétaires bailleurs qui viennent nous voir justement parce qu'ils sont dans l'impasse. Dans quelques temps, ils ne peuvent plus louer leur appartement. Et du coup, ils deviennent un peu les locomotives de la copropriété pour justement les rassembler et dire « Allez, on attaque les projets de rénovation énergétique ». Marois, je vous laisse reprendre un micro aussi, oui, pour que vous ayez un témoignage de votre population. Oui, il y a la casquette d'élus. Vous savez, sur la ville de Sevran, par exemple, et on en discutait entre nous, entre élus, il y a des gens, des habitants sevranais qui appellent et disent est-ce que cet été, on aura de l'électricité, est-ce que cet été, on sera chauffé? Vous voyez le niveau de questions, les habitants sont dans l'interrogation. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que l'ALEPT, comme l'a dit Chahinez, est présente sur le territoire. Ce n'est pas une entité qui est comme ça abstraite. On a des permanences mensuelles sur chacune des villes du territoire. On répond aux questions et on a une confiance des villes. Ça, c'est quand même important de souligner. Donc, on a ce travail de pédagogie, évidemment important. Tout à l'heure, on parlait de rénovation énergétique. Il y a aussi la question de la sobriété énergétique. Pour nous, ça a un sens. Il y a aussi la question de comment éduquer, comment faire de la pédagogie à l'égard de chacun. Je pense que c'est un travail qu'il faut encore mener, mais le travail se poursuit en tout cas. Est-ce que sur le territoire, vous avez
donner une direction ou une stratégie en disant voilà, on a tant de copropriétés, on voudrait que tel pourcentage de copropriétés soit rénové d'ici 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est des plans ou là c'est plutôt en fonction des copropriétaires, de la manière dont ils viendront vers vous? Pour le moment, Il faut prendre le micro. Pour le moment, c'est plus en fonction des besoins des copropriétés, donc c'est eux qui viennent nous voir directement. Donc effectivement, le PT, donc ils ont le programme VOC, veille des observations. Voilà, des copropriétés. Donc, par la suite, il y a une étude donc, de ce qu'on va faire par la suite pour ces copropriétés-là. Voilà, on va en reparler avec Harald tout à l'heure de VOC. Alors, on continue avec vous, Virginie, sur ce premier tour de table qu'on fait. Cher public, aussi, ce qu'on a prévu, c'est qu'on prendra des questions-réponses tout à l'heure, environ une quinzaine de minutes, pour pouvoir répondre à vos questions. Virginie, donc effectivement, sur la ville de Tremblay, en France, on voulait que vous nous fassiez un petit témoignage de ce que vous avez fait en termes de rénovation énergétique. Alors, je vais juste revenir sur la question que vous venez de poser, notamment à Marois et à Chaynez. L'ambition, elle est quand même forte, même si aujourd'hui, elle n'est pas chiffrée. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est pas, on n'en est pas arrivé là comme ça, juste en claquant des doigts. Il y a une volonté forte, y compris des élus. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait référence à mon prédécesseur, Mathieu Montes, qui a été à l'initiative de la création de la LEP, qui était encore toute naissante il y a 6 ans. Donc la volonté des élus sur ce territoire, elle est forte. Quand Marois parlait tout à l'heure de la confiance des villes, ben forcément, c'est parce qu'on est aussi un réseau d'élus qui a compris depuis longtemps l'intérêt qu'on avait à se réunir et à faire force, parce que seul, on va peut-être plus vite sur certaines questions, mais ensemble, on va vraiment plus loin sur ces problématiques. Et c'est parce qu'on a des territoires qui se ressemblent et que c'est parce que c'est l'histoire de nos territoires qui nous amène à des réalités. Donc on a des ambitions fortes, quoi. On ne les a pas chiffrées, mais nos ambitions sont fortes en termes d'accompagnement, qui soit financier, mais un peu plus loin. Et c'est ce que je vais vous rappeler. Donc on m'avait dit qu'il ne fallait pas être trop long. Et j'ai compris qu'avec, on était aussi sur des sièges éjectables, parce que si on bouge un peu trop, ça saute. Mais il fallait quand même, malgré tout, que je vous parle un peu de l'histoire, parce que juste se parler de ce qu'on fait, on ne le fait pas comme ça, on ne l'imagine pas comme ça, et on le fait parce qu'il y a eu une histoire qui a créé une urbanité qui se ressemble sur nos villes. En fait, pour nous, le centre-ville, c'est quand même l'histoire de ce qu'on a appelé, et ce n'était pas que pour Tremblay, les zones d'urbanisation prioritaire qui avaient été créées par l'État et qui couvraient 700 hectares, mais notamment sur Aulnay, sur Sevran, sur Villepinte, sur Mitry et sur, à l'époque, Tremblay-les-Gonesse pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a une histoire commune. Et tout à l'heure, Marois, quand elle faisait référence sur nos territoires à l'habitat qui est existant qui a été créé et construit avant 75, c'est aussi l'histoire de cette urbanisation de nos territoires. Tout à l'heure, si vous vous souvenez un petit peu de la carte du département, Tremblay, c'est le Grand T qui est tout au bout, qui est déjà presque en Seine-et-Marne, qui est aux portes de l'aéroport et qui est la commune la plus étendue de la Seine-Saint-Denis, donc avec un habitat très pavillonnaire dans certains quartiers, mais pour ce qui concerne le centre-ville et donc l'histoire de cette zone d'urbanisation prioritaire, cet axe qui avait été donc créé pour les besoins, l'objectif c'était de créer 25 000 logements pour les besoins des travailleurs qui devaient venir sur cette zone aéroportuaire. Donc évidemment, pour nous, c'est le fameux bois, donc c'est pour ça que vous voyez du vert. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question de la préservation du bois. En tout cas, pour l'État, la zone d'urbanisation prioritaire, on a coupé du bois pour faire du logement. Et on l'a fait en verticalité importante. Et c'était un objectif de 5 500 logements sur 135 hectares du bois. Donc, vous dire que, heureusement, aujourd'hui, les paradigmes sont nettement différents. Ramener au nombre total de logements, ça faisait combien ? Alors ça, c'était l'objectif. Mais bien sûr, les élus se sont opposés à cet objectif parce qu'on est un petit peu, on reste le village d'irréductible. Mais en tout cas, l'histoire de Tremblay, c'est une histoire de lutte. Et en tout cas, même sur ce sujet-là, on a lutté. Et donc, on a atterri sur 3 534 logements qui ont été construits sur les 5 500 qui étaient prévus.
Et dans cet équilibre-là, il y avait du logement social, mais aussi de l'accession libre. Donc on avait à peu près un tiers en accession libre. Donc c'était 13 ensembles immobiliers, 1088 logements sur 13 ensembles immobiliers. Autant vous dire qu'on n'était pas sur des petits ensembles à 3-4 étages. On était sur de l'immeuble bien haut. Et on est sur bien haut. Et notamment, quand je vous disais tout à l'heure de l'objectif qu'on avait dans le cadre de l'ANRU, c'est aussi ça qui a généré aujourd'hui tout un travail sur le renouvellement urbain de ces quartiers-là. Je suis obligée de tourner. C'est juste pour vous faire une petite pause et surtout pour prendre mes fiches dans le bon sens. Donc, évidemment, on était tout à fait sur cette verticalité, donc R+10, R+13. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est cet héritage-là qu'on a, tant sur le collectif, donc en logement social, que sur les copropriétés. Donc, on est sur un nombre de copropriétaires important. Donc, on n'est pas sur des petits lots, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, mais on est bien sur ces opérations qui, aujourd'hui, ont pesé dans l'histoire de la construction de la ville, parce que quand une zone d'urbanisation prioritaire est décidée par l'État, elle construit des logements, on est sur du R+10, R+13, mais on ne se pose pas la question à l'époque de comment on équipe autour et comment on accueille pour que les gens vivent bien à cette adresse-là. Et le rôle des élus au quotidien, Marois en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien comment on fait société ensemble, comment on vit bien ensemble. Et aujourd'hui, dans les problématiques qu'on accompagne, c'est comment on vit mieux ensemble au quotidien. Donc évidemment, ce programme de logement, il n'y avait pas d'équipement public. Et puis derrière, nous, il fallait aussi qu'on fasse avec un habitat qui était très différent à côté. Vous avez vu, il y a ce bois, il y a ces ensembles immobiliers en hauteur, et toutes les petites choses que vous voyez autour, c'est de l'axe pavillonnaire. Donc on a créé un quartier global avec du R+10, R+13 au milieu de la forêt, à côté de la zone de pavillonnaire. Donc vous voyez l'équilibre qu'il faut trouver dans ce faire société ensemble et faire la ville ensemble avec cette opération qui est imposée aux villes. Donc la ville, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle a bien évidemment demandé à l'État de changer un petit peu son périmètre, et c'est comme ça qu'on a créé une ZAC au centre-ville qui a été accompagnée de la création de la société locale d'aménagement qui s'appelait à l'époque la SAGE. Et c'était l'outil d'aménagement que la ville a porté, qui a permis notamment la construction des équipements structurants qui se trouvent en centre-ville, notamment notre hôtel de ville, c'est-à-dire qu'on a déménagé la mairie qui était tout en haut près de l'aéroport dans le quartier historique du Vieux-Pays. On l'a ramené dans ce quartier qui aujourd'hui compte un tiers de la population. Donc on avait, avec cet apport en étage, nécessité d'apporter de l'équipement public, l'hôtel de ville, le théâtre, la médiathèque et bien évidemment nos équipements comme tout ce qui est pôle commercial. Et aujourd'hui, c'est aussi dans cette centralité qu'on accueille le pôle municipal de santé. Il y a eu 700 logements qui ont été construits et 320 qui étaient en accession libre, avec 6 programmes de copropriété à cet endroit-là. Donc tout ça, une SAGE, un outil d'aménagement, et en face, comment étaient gérées ces copropriétés? Elles s'étaient mises dans une association qui n'était pas la seule d'ailleurs. Quand je vous ai parlé d'Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, ce qui les unissait, c'était quand même l'association syndicale libre, qui a vite été un outil inapproprié, mais en tout cas c'était l'association qui avait été créée et présidée par l'opérateur financeur de l'époque, OSICA, ex-SIC Habitat. C'était l'outil de l'État qu'aujourd'hui certains connaissent par le biais du logement social, donc par le biais de la gestion encore de ces ensembles immobiliers. Quand la zone urbaine prioritaire n'a plus été une priorité pour l'État et elle a été dissoute, il a fallu gérer avec cette association l'existant. Et très vite, comme cet outil n'était pas l'outil idéal pour gérer les copropriétés, l'association syndicale du Vert-Galant a été dissoute en 2000. Mais évidemment, il fallait continuer à accompagner ces copropriétaires qui aujourd'hui, soit quand ils étaient habitants dans du logement social juste à côté de la copropriété, avaient quand même les mêmes problématiques.
les mêmes problématiques dans la gestion du quotidien, que ça soit la sécurité, les situations foncières qui n'étaient pas vraiment cohérentes, puisque l'État est arrivé, il y avait un flou entre ce qui était du domaine privé et du domaine public. Donc on s'est fait aider par un cabinet à l'époque, donc en 99, pour étudier réellement comment on pouvait accompagner les copropriétés à se réorganiser, en tout cas à bien définir ce qui était de leur ressort. Et parce que quand on est copropriétaire, on a une décision libre. Et on l'a dit tout à l'heure, on a un syndic et on a un conseil syndical qui prendra une décision, mais cette décision, elle est libre. Mais pour qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit éclairée. Et il fallait bien qu'on se dise, pour prendre une décision et pouvoir être dans l'action, qu'est-ce qui relève de la copropriété, qu'est-ce qui relève du domaine public. Donc on a dû avoir une action importante sur la résidentialisation à ce moment-là, c'est-à-dire définir... c'était un gros souhait des copropriétaires à ces endroits-là de se dire, notamment sur les sujets de stationnement, de sécurité, c'est où s'arrête la limite de notre copropriété, et quand elle s'arrête, on va la résidentialiser pour se dire qu'on est vraiment chez soi, et ça permettra aussi sur les parties communes en termes d'espace vert de réellement entretenir au bon endroit et pas entretenir le domaine public, et pour le coup pas demander à la ville d'entretenir le domaine privé. Donc c'est tout ce mouvement-là qui a permis d'aller vers la résidentialisation, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi été vers l'individualisation des charges dans ce qui était le chauffage collectif et le chauffage urbain, puisqu'on a eu une action forte, et on est tout à l'heure, le maire de Sevran, vice-président du conseil départemental, parlait des réseaux de chaleur. Et sur Tremblay, c'est aussi l'histoire de ces copropriétés, c'est le raccordement à la géothermie et au réseau de chaleur urbain. Évidemment, on s'est engagé dans le programme de renouvellement du centre-ville, puisque la zone urbaine prioritaire de l'État n'était pas une construction qui, aujourd'hui, en termes thermiques et en termes de sécurité, nous permettait d'aller vers du loin. Donc il a fallu qu'on travaille à démolir des tours, parce que clairement, elles n'avaient pas de potentialité autrement que par de la démolition. Donc on a entamé un programme de renouvellement urbain qui est en cours d'achèvement, enfin en tout cas sur la partie démolition qui vient de s'achever, puisqu'on a démoli 7 tours et on a en même temps reconstruit, donc reconstitué l'offre, donc pas que en centre-ville, mais en tout cas quand elle a été reconstruite en centre-ville, elle ne s'est absolument pas faite sur des tours à 10 ou 13 étages, bien évidemment, on n'allait pas reproduire un schéma qui était déjà existant. Donc l'objectif évidemment c'était que pour la population on soit sur mieux vivre, et comment on est au clair sur comment on vit à ces adresses-là, avec tous les enjeux du quotidien, que ce soit sur les espaces privés, le chauffage, les charges. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? C'est ça qui vous intéressait. C'était la seule question, mais il fallait que je vous raconte comment on y arrive. On a effectivement créé un fonds d'aide à la résidentialisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on définit ensemble qu'est-ce qui, dans cette zone très étendue, relevait du domaine public ou relevait du domaine privé ou de la copropriété, il fallait qu'on ait un outil. Et notre outil, ça a été le fonds d'aide à la résidentialisation. Donc en 2007, on a, dans un premier temps, défini une enveloppe de 950 000 € qui avait pour objectif d'inciter les copropriétaires à... en tout cas, clôturer leur résidence dans un objectif de gestion des parkings, d'amélioration de leurs biens, de sécuriser pour certaines adresses la résidence, mais aussi gérer l'éclairage public et les espaces verts, comme je vous le disais tout à l'heure. On en a profité pour clarifier la limite espace public, espace privé, et on s'est évidemment affranchi de l'association syndicale de l'époque, et on était dans une relation directe entre les copropriétés et la ville. On a conditionné bien évidemment le versement de cette aide, évidemment parce que on est une collectivité et qu'on a à bien de gérer au mieux les fonds publics, mais c'était aussi pour définir réellement quelles seraient les obligations de chacun dans cette opération.
On a été à peu près sur 50% du montant des travaux qui a été versé aux copropriétaires, et c'était à peu près donc 2 000 euros par lot pour arriver à une opération. Ce sont 15 copropriétés qui, depuis 2017, ont bénéficié de ce fonds. Et on a été un petit peu au-delà de l'enveloppe, puisque les années passant, les coûts ne sont pas tout à fait les mêmes. Et les premières expériences ont fait aussi que les suivantes n'ont pas été faites de la même manière. On a été beaucoup plus sur de la végétalisation. Enfin, on a avancé à chaque fois qu'on a fait un nouveau projet. Et on a toujours avancé avec les copropriétés à cet endroit-là. Donc c'est 1 136 000 euros qui ont été réservés à cette résidentialisation. On a encore une copropriété qui est en cours de conventionnement. Donc on a encore des fonds qui sont à disposition. Et on a 4 copropriétés qui font l'objet d'études. Maintenant, aujourd'hui, on est un peu au-delà de la résidentialisation. Mais en tout cas, c'est la première étape et c'est ce qui a créé le dialogue, en tout cas, avec les premières copropriétés et les historiques en la matière. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur les mêmes compétences. On a dit aujourd'hui, on a le territoire, on n'a pas que les villes. Donc on a des compétences qui partent un peu ailleurs, hein, territoire et métropole. Et pour le coup, nous, on a, par le biais de nos décisions, prorogé ce dispositif jusqu'en 2025, en espérant qu'on ne vienne pas nous retirer les compétences en la matière. On a, par ce biais-là aussi, procédé à la rénovation des réseaux d'assainissement, parce qu'on en parle peu, mais ça aide beaucoup. Et en tout cas, c'est bien le quotidien et l'amélioration de notre quotidien. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a un peu de mal à aller avec les habitants, mais en tout cas qui est un sujet extrêmement important. Et ça, c'était 454 000 euros qui ont été consacrés à cette rénovation. Et puis, bien évidemment, je vous ai parlé de la géothermie, des réseaux de chaleur. Pour nous, c'est très important, puisqu'il y a un deuxième puits qui est beaucoup plus récent, mais l'histoire de la géothermie et de Tremblay, c'est très ancien. Ça n'a pas toujours été facile de le faire comprendre. C'est aujourd'hui un petit peu plus d'actualité, mais en tout cas, sur comment ça fonctionne, sur comment on y va et sur les investissements de départ, ça a été de la discussion régulière avec les copropriétaires. Et donc, on les a aidés à financer la géothermie à hauteur de 450 000 euros. Tout ça, ça ne peut se faire que s'il y a un dialogue continu avec les copropriétés. Et tout à l'heure, on parlait de l'ALEPT comme la porte d'entrée dans les dispositifs de rénovation thermique. Et un peu, c'est la personne de confiance dans la relation, y compris avec les professionnels en la matière. Nous, on a de longue date créé cette personne de confiance dans la relation entre les copropriétaires et tous les autres organismes. Quand on parle de la géothermie, quand on parle d'aller vers l'ALEPT ou d'aller vers des diagnostics, ou même ne serait-ce que pour les nouveaux arrivants, de comprendre ce qu'est le rôle d'un copropriétaire quand on a un parcours résidentiel qui est un peu autre, de se dire quelles sont les obligations et les devoirs du copropriétaire. De longue date, les services de la ville s'inscrivent comme étant la personne de confiance dans cette relation entre les copropriétaires et tout ce qui les entoure. Donc ça ne pourrait se faire sans les services de la ville. Donc je les salue parce qu'elles sont là et sont exclusivement féminines. Voilà, je me permets de le dire, tant pis pour les hommes qui n'ont pas voulu nous suivre dans l'aventure aujourd'hui, mais sans le travail particulièrement de Louise dans la relation avec les copropriétaires, mais aussi Véronique et Florence. Mais Louise, de longue date, travaille ce partenariat de confiance et est la personne, alors c'est une équipe, hein, on n'est pas tout seul, mais est la personne dans la relation de confiance avec les copropriétaires. Si on n'a pas cette personne de confiance, on ne peut pas s'inscrire dans l'avenir. Je vous ai parlé du passé, c'est l'histoire, c'est comme ça qu'on a créé, c'est comme ça qu'on s'est inscrit avec le travail avec les copropriétés. Mais on a des enjeux pour demain. Et l'enjeu essentiel, c'est évidemment la rénovation énergétique des bâtiments, qui n'est pas une mince affaire, notamment quand on est sur des tours très verticales à 10 ou 13 étages. On voit bien qu'il faut mettre en ordre de marche l'ensemble des copropriétaires, les convaincre, aller vers des diagnostics, le coût, et puis aller vers des travaux. Et si les travaux sont possibles, on voit bien qu'on n'est pas sur des petites opérations, on n'est pas sur des immeubles à 3 étages avec 4 copropriétaires, mais on est bien sur des ensembles beaucoup plus grands. Donc les enjeux pour demain, c'est évidemment pour nous la partie reconstruction de ce renouvellement urbain qui va créer des nouvelles copropriétés avec des tailles différentes, mais dans le parcours résidentiel, on est plutôt sur des jeunes copropriétaires
qui doivent apprendre ce qu'est une copropriété et comment on fait en sorte de se parler dès le départ pour faire vivre bien ces copropriétés. Donc les nouvelles qui arrivent, et pour les anciennes, évidemment, il va falloir continuer à se parler parce que arriver à l'objectif d'une amélioration thermique sur un ensemble immobilier de ces tailles-là, ce n'est pas une mince affaire, notamment sur les copropriétés historiques qui restent sur le quartier du centre-ville. Donc pour nous, évidemment, ça a fait partie de la construction de la ville, ça a créé la mixité sociale dans ce quartier, ça continue à être extrêmement important pour nous. Et les accompagner en termes pas que financiers, mais aussi dans comment on peut aller chercher auprès des partenaires avec la porte d'entrée de la LEP, mais aussi vers tous les dispositifs de la métropole ou de l'ANA qui leur permettront de continuer à vivre bien dans leur copropriété et à vivre mieux dans notre ville, c'est l'élément essentiel de notre accompagnement auprès des copros. Oui, il n'y avait pas de budget, si j'ai bien compris, qui était fléché spécialement en rénovation énergétique. Bon, il y en a déjà par ailleurs, hein, mais en tout cas, de la ville en elle-même, il n'y avait pas de budget spécialement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a aussi la difficulté institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, on continue à accompagner des copropriétés, mais techniquement, dans la loi, tout ce qui est aménagement, ça relève du territoire. Et donc ça, on a des choses en ordre de marche à étudier autrement. Donc c'est l'histoire qui nous permet de continuer à utiliser les budgets qu'on avait créés, notamment sur le fonds d'accompagnement à la résidentialisation qui se transforme un peu vers la rénovation énergétique. Mais demain, c'est plutôt l'accompagnement qu'on a dit tout à l'heure par le biais du territoire. Là, alors je pense que peut-être dans d'autres conférences, ce sera évoqué, mais à la naissance de l'ALEPT et au transfert des compétences des villes vers le territoire en 2016, on a dans le même temps, créé la veille d'observation des copropriétés au niveau du territoire, qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce diagnostic et avoir les images que vous a projetées tout à l'heure Marois, et qui doit nous permettre demain d'aller vers des outils pas que à l'échelle des villes, mais en tout cas à l'échelle d'un territoire, et notamment sur la partie rénovation énergétique, mais pas que, puisqu'elle était vraiment sur une veille des copropriétés dans leur fragilité et pas que énergétique. On va en parler là de VOC, je parle de l'acronyme. Marois, est-ce qu'on peut dire, on va vous redonner un micro, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce que j'entends aussi, c'est que sans les aides de la collectivité et l'accompagnement, parce que vous êtes la présidente et à l'initiative de ce forum, et sans l'accompagnement, finalement, il n'y a rien qui se ferait sur la rénovation énergétique. C'est-à-dire que, notamment sur les grosses copropriétés, il faut qu'il y ait le pouvoir public qui impulse quelque chose. Alors, ce que je veux d'abord dire, c'est rebondir sur la présentation qui a été faite sur la ville de Tremblay. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, c'est un choix politique aussi. C'est en réalité un angle et une volonté qui est salutaire et que je voulais souligner avant de répondre à votre question. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, l'ALEPT et les collectivités locales agissent en fonction de leurs moyens. C'est-à-dire qu'on a les moyens qu'on a aujourd'hui, on fait face à une crise économique, sanitaire sans précédent. Et effectivement, bien évidemment qu'on est le premier volet. Tout à l'heure, on expliquait que l'ALEPT, c'est le guichet unique France Rénov', c'est pas rien. Ça a un sens. Maintenant, on continue. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a deux sujets qui m'ont interpellée, la question de la rénovation urbaine. Ça aussi, c'est une réponse politique. Le fait de dire, écoutez, nous, élus, on prend en considération l'état des lieux, on apporte une réponse effectivement sur le long terme, mais ça reste quand même une réponse pour les habitants. Pour moi, ça a un sens. La question des réseaux de chaleur aussi. Pour moi aussi, c'est un sens. C'est un choix politique. Ce qu'il faut savoir, et ce que les habitants doivent savoir, je pense que les institutionnels aussi le savent, c'est que mettre en place, construire des réseaux de chaleur, non seulement ce n'est pas une obligation légale, mais en plus de ça, c'est un coût considérable. Sur la ville de Sevran, on a 2 réseaux de chaleur, Sevran-Rougemont et Sevran-Bedotte. L'un est de la compétence de l'EPT et l'autre est resté compétence ville. Ce qui est important, c'est que la ville de Sevran, avec les moyens qu'elle a, elle a investi sur ces réseaux. Aujourd'hui, ça paye. Et l'ALEPT appuie, tout à l'heure je disais qu'on promeut les énergies renouvelables, on va continuer à le faire. Je pense que c'est ça l'avenir, c'est les réseaux de chaleur. Les habitants, aujourd'hui, pâtissent d'une crise énergétique. La question des réseaux de chaleur, on a une interconnexion, par exemple, je parle en qualité d'élu de la ville de Sevran, on a signé une interconnexion Sevran-Villepinte qui pour moi est très importante parce que même si effectivement il y a une augmentation des coûts, elle sera beaucoup moindre
Et ça aussi, à côté de la rénovation énergétique, je pense que c'est un autre levier qui est louable. Donc voilà, on a tout un tas de leviers. Je pense que ces questions, on doit s'en saisir collectivement. C'est une démarche collective, la question de la rénovation, pas simplement à destination des copropriétaires ou des villes. Aujourd'hui, on a le PT, on a évidemment l'aide de la MGP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, nous aide énormément. C'est une grande partie de nos subventions, vraiment, et ça, c'est très important de le dire. Donc voilà, on a la confiance des différentes institutions, nationales, locales, mais voilà, là, l'idée, c'est de dire on poursuit, on continue, et je pense qu'il faut y aller franco, quoi. Dans cette question, je pense que c'est un sujet où il faut vraiment y aller, il faut y aller à fond. Oui. Pour compléter ce que disait Marois, aujourd'hui, les villes sont quand même l'échelon de proximité pour les habitants. Tout à fait. Peu importe la nature de l'habitant, il est locataire, propriétaire, il est dans le logement social, il est dans le logement privé, il est dans du tissu pavillonnaire, il est dans de l'ensemble collectif, peu importe. Sa porte d'entrée de proximité, c'est la commune. Après, la commune, aujourd'hui, elle a la compétence ou elle ne l'a pas. J'aimerais dire, peu importe. En fait, l'objectif qu'on a, en tout cas, c'est ce qu'on a impulsé à Tremblay. L'objectif qu'on a, c'est d'être, si c'est de notre compétence, de les accompagner. Si ce n'est pas de notre compétence, c'est d'être la personne de confiance qui va les amener vers l'outil qui leur permettra d'aller au plus loin dans leur démarche. Aujourd'hui, c'est effectivement l'enjeu de la rénovation énergétique. Ce sont des copropriétaires, c'est de leur ressort. C'est de leur seule décision. On ne peut pas les obliger. Oui, donc, il y a un dispositif législatif, et c'est en ça où les élus, ils ont leur part à prendre là-dedans, y compris dans l'évolution des lois qui nous permettent d'arriver à ça. Mais c'est aussi comment on leur permet d'avoir toute l'information disponible pour aller vers les aides possibles et les accompagner à prendre la décision. Justement, c'est ce que vous disiez, donc Chahinez, c'est de leur... il faut prendre un micro, c'est de leur décision. Mais donc pour nos copropriétaires qui sont là aujourd'hui avec nous, c'est quoi les faits qui fait qu'à un moment, tac, on bascule et on enclenche une rénovation énergétique? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent sur la copropriété? Est-ce que c'est parce que j'ai des travaux à faire? C'est parce qu'il y a une prise de conscience que les coûts d'entretien deviennent trop importants? Alors, en général, ce qui peut déclencher, c'est le chauffage. Donc, quand on voit que le coût de l'énergie augmente et que la copropriété a plus de 20 ans et qu'aucun travaux n'a été réalisé, on se rend compte qu'on a des charges qui sont quand même très importantes. Et du coup, on a aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, plus de 60% qui sont des propriétaires modestes et très modestes. Donc, il faut faire face à cette crise-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à parler rénovation énergétique. On a un autre levier aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Xavier, c'est les propriétaires bailleurs. Étiquette F et G, à un certain moment, ils ne pourront plus louer leurs biens. Donc, ils pensent à réfléchir. Donc, on fait quoi? Soit on embarque la copropriété dans les travaux. Dans le cas contraire, il y en a beaucoup qui pensent à vendre aussi. Donc, tout ça, c'est des leviers, justement, pour entamer des travaux de rénovation énergétique. Oui, parce qu'il y a aussi le fait que, avec la hausse des coûts d'énergie, si on ne fait pas la rénovation énergétique, on dépense de l'argent dans la copropriété, donc on n'a plus assez de budget après pour entretenir sa copropriété. C'est ce que vous disiez, Marois, tout à l'heure, c'est des copropriétés qui deviennent dégradées parce qu'on dépense trop d'argent finalement dans l'achat d'énergie. Alors oui, et c'est là où la VOC intervient, quand on a des taux d'impayés. Allez, on va parler de la VOC alors, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé... Quand on a des copropriétés qui sont dans une fragilité telle qui ne sont pas en mesure en fait, les copropriétaires ne sont pas en mesure de régler leurs charges, et donc ça s'impute sur tous les autres copropriétaires. Et en fait, la copropriété n'est pas en mesure, finalement, de faire quoi que ce soit. Le PT a mis en place un système qui est celui de la VOC, et un certain nombre de subventions ont été votées en conseil de territoire, d'ailleurs très récemment, sur tout un tas de copropriétés sur le territoire de l'EPT, qui ont été attribuées à destination de ces copropriétaires. L'idée, c'est d'accompagner aussi. L'EPT a un lien très étroit avec la LEPT. Donc, effectivement, on a ce travail étroit qui est fait avec les services de l'EPT. D'où l'idée du travail collaboratif entre les deux services et la LEPT. Oui, parce que, Harold, il y a une double peine pour certaines copropriétés qui sont dégradées. De mémoire, je crois qu'il y a certains crédits aussi financement auxquels on n'a pas accès quand finalement on n'est pas à jour de ses charges. Et donc du coup, il y a une nécessité d'accompagner ces copropriétés pour leur permettre de passer cette étape et d'aller sur la rénovation globale. Oui, je pense
La copropriété, l'environnement de la copropriété est assez complexe parce qu'il n'y a bien évidemment pas seulement comme on dit là, aujourd'hui, on a la porte d'entrée par la rénovation énergétique. Et je pense que vous avez tous souligné à quel point c'est essentiel et ça impacte le budget des ménages, ça impacte la valeur patrimoniale des logements. Mais je pense qu'il y a, si on est en copropriété, il y a toute une... Comment dire, il y a ce qu'on appelle la gouvernance en copropriété qui quand même qui a une certaine complexité, je sais pas, comment dire, où il y a, ce sont des charges qui sont partagées pour la gestion des espaces communs. Il y a un certain nombre de copropriétés qui, comme vous l'avez rappelé, parfois qui sont dépassées par cette gestion et qui ont cumulé des impayés, par exemple, pour les charges. Et voilà, et ça veut dire qu'il y a parfois, il y a certaines copropriétés, c'est ce fameux terme de copropriété fragile où on voit des fragilisations qui vont déjà sur un angle de la gestion qui ne vont pas bien et qu'il faut accompagner aussi. Et je pense que c'est le rôle notamment de ce service public dont on a parlé. Ça veut dire, chez vous, c'est l'ALEP, mais c'est bien évidemment, ce sont les communes. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. La commune, c'est un échelon de proximité. Souvent, c'est un bon interlocuteur pour orienter, pour donner un premier niveau d'information aussi. Il y a aussi les agences locales, les agences départementales de l'information sur l'habitat, les ADIL, qui dans ce cas-là sont vraiment bien, c'est une bonne adresse aussi pour avoir des informations. Et je pense que le défi, c'est vraiment de dire à un moment donné, si une copropriété se présente et dit, bon, finalement, voilà, c'est ça notre situation, de prioriser d'une certaine façon les actions et de dire à un moment donné, bien évidemment, pour une copropriété avec des lourds problèmes de gestion, où par exemple les ascenseurs, ils sont tombés en panne et on n'arrive pas à les réparer, bien évidemment, on ne va pas commencer avec la rénovation énergétique. On va d'abord faire les travaux d'urgence en lien avec l'ANA. Et comme on dit, les difficultés, si vous constatez des difficultés avérées, il y a des dispositifs spécifiques et il y a des aides spécifiques pour ce copropriété. Voilà, on va prendre quelques questions du public. Cher public, alors, vous pouvez lever la main. Qui est-ce qui veut poser une question ? On va vous donner un micro si vous avez une question à poser. Ne faites pas vos timides. La première est la plus compliquée. Effectivement, allez-y. Ou un témoignage, si vous avez un témoignage sur votre copropriété. Allez, une fois, vous allez pouvoir poser une question. Monsieur, vous voulez poser une question ? Non ? Donc, si on n'a pas de question du public, on a une question Internet. Voilà. Alors, je vais poser la question Internet. Alors, Paris a changé de 35 à 15% le niveau de gain énergétique pour les aides. Est-ce pareil en Île-de-France ? Alors, l'ANA, les aides de l'ANA, ils sont déjà conventionnés à 35% d'économie d'énergie. Et ça, c'est le dispositif national. Oui, mais donc c'est pas 15%. Là, la personne, on n'est pas passé à 15% de... Non, non. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça fait référence. C'est peut-être à d'autres choses, mais je ne sais pas. Chahinez, peut-être un témoignage ? Non, donc l'aide de l'ANA, de l'Agence nationale de l'habitat, c'est une aide nationale et effectivement, ils exigent les 35% de gains énergétiques. Il n'y a pas du tout les 15%. Est-ce qu'on sait, Harald, c'est quoi le niveau global de financement, d'aide auquel, par retour d'expérience, dont bénéficient les copropriétés qui font des travaux de rénovation énergétique ? Est-ce que c'est 45%, 50% sur le montant global des travaux ? Est-ce qu'on a une idée là-dessus ? Je pense que c'est très très difficile à généraliser. Comme l'a expliqué tout à l'heure Chahinez, ça veut dire que vous avez vraiment des situations déjà par rapport à la copropriété, bien évidemment, mais aussi après individuellement au sein de la copropriété, vous avez des situations très 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 diverses. Ça dépend de votre niveau de revenus. Ça veut dire que vous avez la possibilité de compléter avec des aides
individuels. C'est très très compliqué, mais on a, je pense que c'est des copropriétés où il n'y a pas de particularité, où il y a, comment on dit, où les personnes ont des bons revenus. Je pense le niveau d'aide, il n'est pas aussi important que ça. Ça veut dire que ça va être plutôt autour de 20% ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il y a d'autres copropriétés, notamment qui cumulent des difficultés. On arrive parfois à des prises en charge extrêmement importantes, qui peuvent même aller jusqu'à 100%. Si on a vraiment une copropriété dégradée, par exemple, où il y a vraiment notamment l'État avec l'Agence nationale de l'habitat qui intervient très fortement, et aussi, on n'en a pas encore parlé, mais sur les copropriétés dégradées, c'est la région Île-de-France aussi qui intervient très très fortement. Et je pense qu'il ne faut pas oublier encore un autre point, qu'on n'a pas encore parlé de ça, il y a encore des prêts aussi. Ça veut dire pas que, ça veut dire le financement, ce n'est pas exclusivement les aides financières et l'apport propre, mais ce sont aussi des prêts. Et là, si vous êtes, si vous réalisez des économies, des rénovations énergétiques, vous avez accès à des prêts bonifiés spécifiques, comme par exemple l'éco-PTZ. Et ça aussi, c'est le rôle à la fois de l'ALEPT, mais aussi après des prestataires qui accompagnent la copropriété dans la réalisation des travaux, qui vont étudier avec qui vont travailler vraiment le plan de financement de ce projet et qui vont calculer, qui vont mobiliser vraiment toutes les aides et tous les prêts bonifiés possibles. Est-ce que chez Agnès, on a des fois des copropriétés qui viennent vous voir en disant je ne savais pas que j'avais droit à l'ensemble de ces aides et je ne savais même pas qu'elles existaient, donc du coup ça change leur vision qu'elles peuvent avoir sur un projet de rénovation énergétique? Oui, il y en a beaucoup, notamment sur les aides de la métropole. Elles ne sont pas très très connues sur notre territoire. Du coup, nous, notre travail, c'est effectivement de faire un peu de la communication pour que tout le monde puisse connaître ces aides-là. Et c'est vrai, c'est des éléments déclencheurs qui font que la copropriété se lance dans les travaux. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas aussi les aides de l'ANA. Après, pour continuer la réponse de Harald, du coup, on ne peut pas chiffrer les travaux, c'est vraiment au cas par cas. Et ça dépend aussi de la taille de la copropriété. Une copropriété de plus de 50 lots et une copropriété de moins de 50 lots, ce n'est pas du tout la même chose. Les quotes-parts, en général, dans les grosses copropriétés, les quotes-parts et le reste à charge est moins important par rapport à une copropriété qui a 20 lots, par exemple, où là, effectivement, la problématique se pose parce que nous avons des quotes-parts travaux très élevés et l'aide de l'ANA, justement, ne suffit pas pour prendre la décision de faire les travaux. Voilà, donc ce qu'on peut donner, Marois, comme conseil, pour vous donner, on va finir cette... vous avez trop de micros, un seul suffira. Ce qu'on peut donner comme conseil, c'est effectivement de venir voir l'ALEPT, l'Agence locale de l'énergie de Paris-Terre d'Envol, que les copropriétaires viennent les rencontrer pour effectivement estimer ce qu'ils peuvent faire ce premier diagnostic et enclencher cette démarche de rénovation globale. Tout à fait. On a, nous, un travail à faire sur comment faire connaître davantage l'ALEPT, en réalité. Ça, c'est un enjeu qu'on travaille et qu'on a commencé à travailler, moi, depuis que je suis présidente de l'ALEPT. Je pense que ça, c'est un réel enjeu de faire comprendre en réalité qu'on est avec eux et pas contre eux, parce qu'il y a beaucoup de gens. En réalité, pas plus tard que la semaine dernière, on a rendu visite à un conseil syndical sur la ville de Sevran, à Rougemont-Charcot, où en fait les gens se disaient mais est-ce que vous êtes des personnes de confiance ou pas? Est-ce que les artisans que vous mandatez sont des personnes de confiance? Je pense que dans un premier temps, effectivement, il faut, et avec l'aide des élus, moi j'y crois, de tout le territoire, démocratiser ce que c'est, avec évidemment l'aide des différentes institutions, pour travailler encore plus fort. Je pense qu'on a en réalité une marge de manœuvre immense à exploiter. Moi, j'en suis convaincue et on va travailler pour évidemment. Voilà, ça sera le mot de la fin, Marois. On peut les applaudir. Alors, merci à vous pour cette table ronde.